Chers et chers amis Solès-Pontois, aujourd'hui, ce soir, je vous adresse mes vœux pour l'année nouvelle sur le site de la commune, un procédé très inhabituel qu'impose le caractère exceptionnel de la crise sanitaire que nous subissons depuis bientôt un an. Effectivement, l'année 2020 a été dominée par les effets de la pandémie Covid-19, dont les effets destructeurs ont fortement impacté nos vies personnelles, mais aussi déstabilisé notre société, détruit sa cohérence, ruiné son économie et rendu notre horizon incertain, plein d'inquiétudes devant les pertes humaines causées par un virus aussi déroutant que dangereux, voire mortel, pour les plus âgés et les plus fragiles d'entre nous. Aussi, mes vœux, mes pensées et ma sollicitude s'adressent cette année, tout particulièrement et bien plus que d'habitude, à toutes celles et à tous ceux dont les difficultés, les souffrances et la solitude ont accompagné la crise sanitaire. Et comme je le fais chaque année, mes vœux prennent tout leur sens et mes remerciements toute leur portée pour celles et ceux qui ont soutenu et secouru la population pendant les dures épreuves imposées par le confinement. Merci aux bénévoles de nos associations caritatives. Merci aux forces de police et de gendarmerie, à nos enseignants qui ont su répondre à leur mission d'enseignement en s'adaptant à des conditions aussi exceptionnelles que difficiles. Les agents de la commune, bien sûr, ont été présents pour conforter, écouter et accompagner les mesures de soutien à la population initiées par les associations caritatives, par le Centre communal d'action sociale et la municipalité, comme la distribution de masques, de repas ou l'aide à la mobilité, alors qu'était assurée la salubrité et la sécurité publique. Grâce à toutes ces bonnes volontés, la population a enduré avec vaillance les 2 confinements qui n'ont cependant pas réussi à maîtriser la circulation virale dans le pays, qui déplore à ce jour plus de 15 000 contaminations quotidiennes et plus de 60 000 morts dans la crainte d'une 3e vague meurtrière. Ces sombres perspectives sont heureusement éclairées par la vaccination qui a débuté et qui, à l'évidence, apparaît comme la seule alternative à une situation devenue désespérante. Nous venons en effet de passer une année éprouvante, une année horribilis, qui a terrassé notre économie, amputé notre vie sociale, étouffé notre vie culturelle, une année qui a sidéré nos projets et mis entre parenthèses nos vies personnelles, avec pour beaucoup l'entrée dans la précarité. Ainsi en est-il de nombre de commerçants qui ont souffrent encore des mesures d'exclusion qui leur ont été imposées par les mesures de confinement, qui ont gravement compromis leur avenir, mais aussi les associations, les artistes, les manifestations culturelles et ludiques, comme le Festival du Château, la Fête de la Figue, dont la quasi-suppression a fortement été ressentie par la population. Mais les épreuves que nous avons endurées l'année dernière portent en elles-mêmes les germes de notre renaissance et laissent entrevoir la lumière au bout du tunnel. Tout n'a pas été négatif, loin s'en faut. Ainsi, notre société a fait preuve d'une remarquable résilience qui a favorisé une solidarité exemplaire. Le confinement nous a obligés à la réflexion et à la remise en cause de nos modes de vie, ainsi qu'à la redécouverte des valeurs que les fuites en avant de la vie moderne avaient occultées. Cette prise de conscience laisse, je l'espère, présager une modification heureuse du monde d'après la pandémie, plus proche de l'humain et plus respectueux de notre environnement. Et puis enfin, nous avons continué de vivre tout simplement et surtout de prévoir des lendemains normaux avec une reprise de la marche en avant de la commune et de notre société, un élan aussi nécessaire que devenu raisonnable. Merci Monsieur le maire, merci pour cette introduction. J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur cette année si particulière, sur quelques sujets importants d'actualité passée, présente et surtout d'avenir. Toutefois, avant de commencer, je me permets au nom de toute notre équipe de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, ainsi qu'à votre équipe et aux citoyens de Solliès-Pont. Pour revenir à 2020, j'aimerais connaître votre sentiment sur cette année si particulière au niveau électoral. Oui, bien sûr, c'était
une année d'élection où, malgré les conditions chaotiques imposées par la pandémie qui était à ses débuts, les élections municipales ont eu bien lieu le 15 mars, où nous avons enregistré, notre équipe et moi-même, un succès, avec un score confortable de plus de 66% des voix, un score qui a exprimé la confiance que m'ont accordé une troisième fois les citoyens, et aujourd'hui, j'en profite pour les remercier chaleureusement. Mais il a fallu attendre le deuxième tour des élections municipales, reportées en juin, pour l'installation le 10 juillet du conseil communautaire, qui m'a élu président, vous le savez, de la communauté de communes de la vallée du Gapot, un poste essentiel pour l'avenir de la vallée, et plus particulièrement pour Soulespoint. Comme je l'ai dit à cette occasion, j'exercerai ces fonctions dans la recherche permanente du consensus et dans le respect de l'autonomie de gestion des 5 communes, remise en cause par la loi Nouvelle Organisation Territoriale, la fameuse loi NOTRe, promulguée en 2015 et qui, après le garrot financier subi par les communes du fait des baisses de subventions, leur a imposé une véritable camisole administrative et centralisatrice. Cependant, malgré les difficultés financières liées à la pandémie, qui a entraîné des diminutions de recettes et des frais supplémentaires de personnel, malgré le contexte politique défavorable créé par une année électorale perturbée, nous n'avons pas renoncé. Loin de nous décourager, ces difficultés ont renforcé notre détermination de conduire une politique au service de l'intérêt général pour la protection de l'environnement et de la vie quotidienne des administrés, en réalisant de nombreux équipements et en pratiquant une politique sociale juste et solidaire qui privilégie l'habitat social et l'accès de la culture pour tous. Justement, avant de continuer, aimez-vous les défis? Les défis, les enjeux font et conduisent la politique municipale, qui consiste à les évaluer, puis à les catégoriser en priorité selon leur degré d'urgence et nos capacités financières. Ainsi avons-nous défini 4 défis qui forment l'armature de notre politique. Les défis du développement urbain, le défi environnemental, le défi économique, le défi citoyen. Si je vous parle du défi de développement urbain pour Soulespoint en particulier? Le défi du développement urbain est resté prioritaire avec ses 2 composantes, l'aménagement urbain et l'habitat. Ainsi, en ce qui concerne l'aménagement urbain, avons-nous poursuivi la réhabilitation de la voirie communale, non pas tant en intramuros, cela a déjà été fait en grande partie, mais surtout dans la périphérie. Je vais citer quelques opérations, la réhabilitation du chemin de la Tour, de la Grande Bastide, du chemin des Renaudes, du chemin du Picarlet, du chemin piétonné de l'avenue du commandant L'Herminier, les Fillioles. Quant à l'embellissement de la cité, il s'est poursuivi avec la création d'une très belle promenade de 200 mètres le long de la rive droite du Gapot, en face du Boulodrome, qui finalise en fait la réhabilitation du centre-ville au nord de l'église, où l'avenue de la Liberté a été rénovée de part et d'autre de la rue à Aube, longeant l'espace associatif, puis le foyer quiétude, récemment créé et rénové. Enfin, les 2 nouveaux squares du Docteur Brun et des Justes parmi les Nations, qui forment le lien avec le nouveau quartier des Équidés. Le développement urbain, c'est aussi la création de nouveaux espaces publics. Ainsi, le 11 janvier, nous avons inauguré notre nouvelle salle des fêtes, tandis que se poursuivent les études de faisabilité de la future médiathèque et de l'Office intercommunal de tourisme, ainsi que du bâtiment qui va héberger bientôt le service des archives communales. Enfin, la rénovation de notre église a progressé avec les grands travaux qui ont permis la réhabilitation de son clocher. L'habitat, c'est un volet important du développement urbain? Oui, non seulement important, je dirais capital. L'habitat représente effectivement le 2e volet du développement urbain. Malgré le report dû à la pandémie, nous ne sommes pas restés inactifs. Les 68 appartements de la résidence des Jardins de Sceaux ont été livrés cet été, alors que se terminent les 29 logements sociaux de la résidence Les Jardins de Soliès 3, qui seront attribués dans quelques mois. Mais le fait marquant a été, en début d'année, l'ouverture du très important chantier que représente l'aménagement public de l'écoquartier des Allées du Château,
qui comptera, vous le savez, 450 logements, dont 50% de logements locatifs sociaux. Après une mise en sommeil, les travaux ont repris de part et d'autre de la route départementale 58, qui détermine avec le mail piétonnier central 4 îlots où les permis de construire ont été déposés et instruits pour la plupart. L'îlot 1, l'îlot exemplaire, en cours de construction, sera livré à la fin de l'année. Les îlots B, C et D suivront pour une livraison de l'ensemble à la fin de l'année 2023. Il me semble que c'est un volet en voie de labellisation, non? Effectivement, tout en sachant que ce projet a déjà obtenu le niveau argent des labels quartier et bâtiments durables méditerranéens durables et est en passe actuellement de décrocher le deuxième niveau du label national écoquartier après la visite d'un comité d'experts qui s'est déroulé en décembre de l'année dernière. Cette opération est remarquable par les critères de mixité observés. Mixité sociale, je l'ai dit, avec 50% de logements sociaux, mixité intergénérationnelle, avec présence d'une école, d'un EHPAD et d'une maison d'assistants maternels, mixité environnementale enfin, avec égalité de surface entre espaces urbanisés et espaces naturels, qui comptent, à eux seuls, 34 000 m² d'espaces verts et de jardins partagés. L'empreinte écologique est bien sûr forte, avec l'intégration de modes de circulation doux, la qualité des matériaux biosourcés retenus, la production d'énergie renouvelable, la création de bâtiments à énergie positive et à empreinte carbonée négative, enfin, le traitement du risque inondation. On ressent que l'habitat est vraiment une préoccupation importante pour vous et votre équipe. Non seulement important, mais capital. L'habitat reste l'axe principal de notre politique, notamment son volet social, dont les résultats sont conformes aux 2 contrats de mixité sociale signés avec l'État. Des résultats qui nous ont fait sortir de l'état de carence et ont minimisé l'amende imposée par la loi RSU, Rénovation et Sécurité Urbaine, qui sanctionne l'insuffisance de création des logements locatifs sociaux par les communes. Ainsi, en 2023, dans 3 ans, nous aurons créé depuis 2008 plus de 800 logements locatifs sociaux dans la commune, qui en comptera alors 1100, un chiffre qui nous rapproche des 1400 logements locatifs sociaux que devra compter la commune en 2025, selon la fameuse loi. Plus que remplir les objectifs très, et je dirais même trop contraignants de la loi SRU, nous avons surtout engagé cette politique volontariste pour loger ou reloger de nombreux administrés, mais aussi favoriser le renouveau démographique d'une population stagnante et vieillissante en attirant les jeunes actifs. Nous avons été récompensés de nos efforts avec l'ouverture de 2 nouvelles classes cette année, qui a mis un terme aux fermetures successives que l'on déplorait depuis 10 ans. On ne peut pas parler d'habitat sans évoquer l'environnement, qui reste un vrai défi dans les années qui viennent. Un vrai défi. Le défi environnemental, effectivement. Nous avons voulu que la profonde modification de notre cadre de vie respecte la qualité de notre environnement, dont est garant d'ailleurs le plan de développement durable de notre PLU et dont témoignent les journées de l'environnement que nous organisons régulièrement, qui rappellent les avancées environnementales de la commune qui sont très importantes. Ainsi, en est-il du constant développement du stockage et de la collecte des ordures ménagères assurées sur la commune par un réseau de 84 conteneurs enterrés, alors que le tri sélectif comprend, lui, 51 conteneurs enterrés. La valorisation énergétique des ordures ménagères est assurée par le cytomate, tout comme la valorisation matière du tri, qui recycle 60%, un bel exemple d'économie circulaire. Cette année a vu, de plus, la mise en place de conteneurs à très grande contenance, 5 mètres cubes au lieu de 700 litres. Une modification qui va révolutionner la collecte assumée par l'intercommunalité dans le sens de l'efficacité et de l'économie. Justement, comment vous allez traiter les déchets? Je vous ai parlé déjà de la collecte et du stockage qui est réalisé par l'intercommunalité, du traitement ensuite de la valorisation énergétique des ordures ménagères par le cytomate et du recyclage
du tri sélectif, qui est un bel exemple d'économie circulaire. L'amélioration se fera surtout par la création d'une nouvelle déchetterie à la Farlède, sur 2400 m² pour un montant de 3 millions d'euros, une création qui s'avère nécessaire en raison de la saturation actuelle de la déchetterie de Soulesfond, qui a été créée en 2007. Enfin, notre volet important de notre respect de l'environnement est représenté par la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, la COP 21, le plan climat, air, énergie territoriale régionale. Et cette lutte contre le réchauffement se fait dans plusieurs volets. Comment est-ce que vous pouvez justement me donner quelques exemples? Bien sûr. Par exemple, la production d'énergie renouvelable. Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train de couvrir les toits de l'école Frédéric Mistral par des panneaux photovoltaïques pour une surface de 2000 m² qui produiront à elles seules une énergie de 640 000 kWh par an, qui s'ajoute à celle déjà produite par le toit du CTM, qui a été également recouvert de panneaux photovoltaïques, mais aussi du groupe central scolaire et de l'école d'Odé, ce qui nous amène à une production par an de 1,6 million de kWh par an, donc, pour une surface totale de 6 000 m², ce qui représente les besoins en énergie de plus de 1000 habitants. Vous voyez, ce n'est pas symbolique, c'est très important, en sachant que de prochaines centrales photovoltaïques sont envisagées sur les toits des édifices de l'ancienne caserne des pompiers, de la cuisine centrale qui est voisine, ainsi que de la future maison médicale. Et bien sûr, de toutes les toitures des bâtiments de notre écoquartier à venir. Et cela dès cette année. Enfin aussi, d'autres moyens de réaliser cette transition énergétique, c'est de réaliser de substantielles économies d'énergie avec un éclairage nocturne allégé ou même supprimé en périurbain, l'équipement programmé sur 6 ans de tout l'éclairage public en LED, en respectant également la réglementation environnementale en matière de construction, bâtiments à basse consommation, réglementation thermique 2012, réglementation environnementale 2020, bâtiments à énergie positive. Enfin, en mettant le cap sur l'écomobilité, avec l'installation de bornes de recharge électrique, le développement des transports en commun et de l'intermodularité entre transport routier et ferroviaire, dans laquelle s'inscrit la création d'une deuxième aire de covoiturage située au niveau de l'échangeur des terrains, dont le dossier défendu par la commune a été accepté par l'État cette année. D'autres mesures protectrices de l'environnement ont été développées dans la commune, comme le contrôle de la qualité de l'air, notamment dans nos écoles, la poursuite des mesures d'accessibilité dans nos bâtiments communaux, la lutte contre l'affichage publicitaire excessif avec les premières applications du règlement local de publicité, mais aussi le choix de circuits courts et de produits alimentaires biologiques pour notre restauration scolaire. Justement, après avoir abordé ces sujets sensibles, il en est encore un plus sensible, celui du développement économique. Vous évoquez le problème de l'emploi. Oui. L'année 2020 a connu des avancées qui vont s'avérer décisives pour le développement économique et pour l'emploi dans la commune. C'est d'abord, bien sûr, l'extension de notre zone d'activité prometteuse de plus d'1 millier d'emplois. Un projet que nous avons initié il y a 6 ans déjà, avec le concours de la Chambre de commerce et de l'industrie, sur une trentaine d'hectares au nord de la zone actuelle, dont 19 seront utilisés et répartis entre 60% d'entreprises et 40% de commerce. Et cela en conformité avec les objectifs du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. C'est un projet qui respectera les enjeux économiques, cheminement d'eau, espace vert, écoulement des eaux pluviales, qualité des voies d'accès, connexion avec les réseaux routiers et ferroviaires. Il comprendra un centre de vie et une cité artisanale. La nouvelle zone, vous savez, étant gérée depuis le 1er janvier 2017 par l'intercommunalité, après le transfert de compétences qui a eu lieu le 1er janvier de cette année, de 2017. Après la concertation validée par les votes du conseil municipal et par celui du conseil communautaire qui a eu lieu le 18 décembre 2020,
La création de la ZAC sera effective en février. Nous pourrons alors lancer les appels d'offres au niveau européen pour le choix d'un aménageur. Les premières entreprises sont attendues dans 5 ans. Le commerce et l'artisanat sont importants, mais qu'en est-il un peu de l'agriculture? L'agriculture n'est pas chez nous une agriculture folklorique. Elle reste un secteur actif de notre économie et de notre identité, que nous avons valorisé avec la création du pôle arboricole il y a 6 ans, créé avec la Chambre d'agriculture et la SAFER, qui cette année encore a été très actif avec le plan de lutte contre les friches agricoles, plan départemental de lutte contre les friches agricoles, qui s'est traduit pour la commune par la reconquête de 40 hectares rendus à l'agriculture. Ces vœux sont d'ailleurs pour moi l'occasion de féliciter nos agriculteurs et tous les acteurs de la filière, M. Carvin, directeur de la Coop Solfruit, M. Cyril Cointz, Frédéric Gandin, président du syndicat de défense de la figue, féliciter tous les acteurs de la filière figue qui viennent d'obtenir l'appellation AOP pour les produits de transformation et de congélation. Sans oublier le commerce de proximité qui anime le cœur de ville quand même. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le commerce de proximité, durement éprouvé, vous le savez, par la crise, qui nous a conduit à exonérer certains commerçants de la taxe d'occupation du domaine public et de loyers redevables à la commune. Nous espérons surtout que le repeuplement du centre-ville, permis par la réalisation de 9 opérations immobilières intramuros, relancera l'activité commerciale des petits commerces. Défis urbains, défis environnementaux, défis économiques. Qu'en est-il du défi citoyen? Plus que jamais, nous nous sommes efforcés de répondre en 2019 à ce que nous appelons le défi citoyen, c'est-à-dire l'accompagnement des administrés dans leur vie quotidienne, dans des domaines aussi variés que la sécurité, le lien social, les écoles, la jeunesse, le sport, la culture. Autant de problèmes, autant de facettes qui ont été au centre de nos actions pendant la crise sanitaire, où il a fallu maintenir la qualité des services publics. Justement, les services publics, la police, la sécurité, la police municipale représente un réel défi? Nos policiers municipaux ont pleinement rempli leur rôle de proximité et de protection auprès de tous les administrés, surtout pendant le premier confinement. Cependant, après avoir doté nos agents de caméras piétons, en raison du regain des activités terroristes, nous avons décidé cette année de réarmer la police municipale, dont la collaboration avec la gendarmerie nationale reste exemplaire, comme l'a montré l'assemblée plénière du comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui s'est tenue en décembre 2020. Comment, justement, vous envisagez de lutter contre cette fameuse délinquance? Bien, avec les gens qui sont dédiés pour cela, la police municipale, j'en ai parlé, la gendarmerie nationale pour ses missions réglementaires, notamment contre les délits, de lutter contre les délits avec une collaboration exemplaire entre la police et la gendarmerie pour ses missions régaliennes. Mais nous disposons aussi de la Ligue varoise de prévention, qui dit bien son nom, qui avec ses 4 animateurs de rue fait une très forte, une très bonne action et désamorce énormément de problèmes et pour nous une partenaire très importante et très efficace. Elle vient d'ailleurs d'ouvrir un centre social de réception des familles dans notre village même. Nous avons un projet également qui est important, sur lequel nous comptons beaucoup, c'est l'installation d'un réseau de systèmes de vidéosurveillance dans la commune, bien sûr, avec des appareillages modernes à haute définition. Mais notre ambition est de le diffuser aux 5 communes de l'intercommunalité, où la mutualisation des personnels permettra d'effectuer une surveillance en direct, pourquoi pas même sur un ictémère total, une journée totale, et qui permettra d'avoir un contrôle en live et surtout une réactivité décuplée sur laquelle nous comptons beaucoup pour la diminution des incivilités et de la petite délinquance qui perturbe énormément la vie des citoyens. Nous avons contacté un bureau d'études qui est en train d'initier des études pour l'installation de ce réseau qui sera fait progressivement tout au long du mandat. Il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi les risques majeurs. Évidemment,
Vous concevez bien que dans une région soumise aux aléas climatiques comme la nôtre, que ce soit les incendies l'été ou les inondations l'automne et l'hiver, pour mémoire, si nous avons été relativement épargnés par les incendies pendant l'été, les inondations, eh bien, tout le monde se rappelle des inondations de novembre 2019 et plus récemment du 22 septembre 2020 dans le centre-ville. Donc, ces risques majeurs pour nous sont importants et retiennent toute notre attention. Aussi sommes-nous extrêmement attentifs à la gestion et à l'aménagement des cours d'eau. Essentiellement chez nous, le Gapeau et le ruisseau de Sainte-Christine, en programmant des actions conformes au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, validé par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2018, qui conditionne d'ailleurs les actions du syndicat mixte du bassin versant du Gapeau, dont le plan d'aménagement et de prévention des inondations, le PAPI entier, qui suit un papier d'action qui suit le papier d'intention, dont le papier entier a été signé entre son président et le préfet le 6 novembre 2020, dont plusieurs actions concernent notre territoire, comme par exemple le déploiement vers le Gapeau d'une partie des eaux du ruisseau de Sainte-Christine, ruisseau qui sera élargi et dédoublé et doté d'un bassin de rétention dans la plaine. Justement, ouais, avec la démographie aujourd'hui dans notre région galopante, n'est-il pas temps de s'occuper des réseaux de collecte? J'y viens, monsieur. La commune sera créera l'année prochaine un nouveau réseau pluvial collectant les eaux du centre-ville par un long canal situé sur le chemin de Sauvebonne qui se déversera dans un grand bassin de rétention au Capelon, ainsi que 2 bassins de rétention de part et d'autre de la voie ferrée. À cela s'ajouteront les bassins de rétention drainant l'écoquartier et ceux de l'extension de la zone d'activité. La démographie, c'est aussi des familles à soutenir, des services à offrir et surtout la pratique de la solidarité. Nous sommes parfaitement conscients des besoins et des exigences d'une population dont 15% de ses membres vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le pôle famille, sport et solidarité, qui groupe l'ensemble des services dédiés à la population, a été extrêmement sollicité pendant les périodes de confinement, pendant lesquelles le Centre communal d'action sociale a soutenu notre population, épaulé par de nombreux bénévoles et par les associations caritatives que nous avons aidées. L'accueil de la petite enfance, quant à elle, sera optimisé par la création de crèches associatives. Malgré le confinement, la maison de service au public a encore déployé une activité remarquable, faite d'aide, d'écoute et de soutien dans de nombreux domaines réunis en un même lieu. Elle sera remplacée, vous le savez, au début janvier, maintenant, par la maison France Service qui vient d'être labellisée et qui proposera dans les mêmes lieux des prestations supplémentaires ainsi qu'un accompagnement numérique renforcé et adapté. Enfin, le projet de santé pluriprofessionnel a été décidé pour répondre à la permanence de l'offre de soins pour notre population, une offre de soins menacée par le départ à la retraite d'un nombre important de généralistes et de spécialistes de la même génération qui ne seront pas remplacés. Les causes en sont connues: numerus clausus, féminisation de la profession, manque d'attrait de la médecine libérale. C'est une belle initiative, mais vous allez l'implanter où? Cette maison sera construite sur un terrain de 1000 m², en plein centre-ville, devant l'ancienne caserne des pompiers, à côté de la cuisine centrale scolaire. C'est là que sera pratiqué un exercice médical coordonné, collectif et attractif, qui s'intégrera dans le plan de santé, la santé 2022, avec un projet de santé axé sur la prévention et la médecine d'urgence. Il a été validé par notre partenaire, l'Agence régionale de santé. Ce centre devrait être opérationnel dans un peu plus de 2 ans. Enfin, nous avons poursuivi la sécurisation et la modernisation de nos 8 écoles primaires. Rénovation et emplacement des jeux, réhabilitation des salles de classe, dispositifs alarme et anti-intrusion, réfection du réfectoire de l'école Mistral, qui a suivi ceux des écoles du groupe scolaire central.
Vous oubliez le réfectoire d'Audet, je pense. J'y viens, j'y viens. Ce sera autour du réfectoire de l'école d'Audet qui sera réhabilité cette année. Cette réhabilitation des toits a eu plusieurs avantages, notamment de réaliser au niveau de l'école Mistral une étanchéité qui a été la bienvenue, et au niveau de l'école Mistral et de l'école d'Audet, la création de préaux vastes, durs, solides, très importants et très agréables. Enfin, dès 2021, nous allons nous attacher à requalifier les cours de récréation de nos écoles, en remplaçant le revêtement bitumé par des espaces verts aménagés, avenants et compatibles avec des activités scolaires extérieures. Ainsi disparaîtront l'imperméabilité des sols et les îlots de chaleur inconfortables. Appelé fort justement Oasis, ce programme débutera cette année par les écoles Jean Moulin et Ouarsova. C'est bien, mais vous n'avez pas parlé des jeunes. Où ils sont dans tout ça? Les jeunes, on ne les oublie pas, et si on les oubliait, je le ferais savoir. La restructuration du service jeunesse et sport a une nouvelle fois permis d'accueillir le maximum de jeunes, dont certains ont profité des sorties estivales de l'été, par exemple dans les Corges du Verdon. Mais aussi, nos animateurs ont été constamment présents pour toutes les activités périscolaires et extrascolaires. Tous ont profité de la variété de nos équipements sportifs, comme le pump track, le parc Marie-Estoin, le mini-stade, le skatepark, le stade ouvert Guy-Russie. Dès cette année, oui, le stade Jean Murat sera doté de nouvelles pistes d'athlétisme, un projet d'un coût estimé à 800 000 €, réalisé sous maîtrise d'ouvrage de l'intercommunalité. Nos animateurs, je dois le signaler, ont également fortement contribué aux ajustements scolaires imposés par la pandémie. L'année 2020 a été marquée par de nombreuses réformes. Pouvez-vous m'en citer une en particulier? Oui, auparavant, de nombreuses réformes, de nombreuses mises en place ont eu lieu cette année, l'année 2020. Par exemple, le plan local de l'habitat, qui a été prolongé de 2 ans, qui est une institution qui marche bien. Le permis de louer, qui lutte contre l'insalubrité et l'habitation indigne, qui a également été mise en œuvre cette année. Parler d'une réforme qui a marqué l'année et qui va certainement influer l'avenir, je vais vous parler de la convention territoriale globale, une convention que nous avons signée avec la Caisse d'allocation familiale, qui est notre partenaire, et c'est une convention qui intéresse tous les secteurs des aides à la population. Cette convention territoriale globale remplace, dès le 1er janvier 2021, on y est, le contrat enfant-jeunesse. Cette convention se propose, elle représente un contrat d'objectifs qui est défini sur le territoire de l'intercommunalité pour obtenir plus de cohérence, éviter des doublons et, selon les besoins des différentes communes, optimiser les points forts, soutenir les actions défaillantes révélées par le diagnostic qui sera réalisé préalablement. Son application nécessitera le recrutement d'un coordinateur intercommunal qui va être fait incessamment, qui sera l'interface avec la caisse d'allocation familiale et qui devra être nommé avant le 31 mars, date à laquelle devra être également finalisé un plan d'action. Vous voyez que nous sommes sous la pression. Là. Oui. J'aimerais revenir sur la vie, on n'a pas parlé de la vie culturelle, associative, et bien évidemment sur les subventions, c'est un sujet délicat avec la conjoncture économique actuelle qui est un peu défavorable. Bien sûr. Si les associations et la culture ont profondément pâti de la pandémie, nous nous sommes attachés à maintenir les subventions, malgré une valeur réduite, bien sûr, mais qui a cependant permis de continuer à les soutenir, notamment leur trésorerie, comme en a témoigné le forum des associations qui a eu lieu le 5 septembre de l'année dernière. De même que si nous avons déploré l'annulation de grands rendez-vous comme le Festival du Château et la Fête de la Figue, nous avons maintenu l'essentiel, soirées théâtrales, séances de cinéma en plein air, festival de cordes, fête de la Libération, journée autour de la figue. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître qu'après l'effervescence, la richesse des contacts, des réunions et des échanges de la campagne électorale, en début d'année, les 2 confinements ont anesthésié la population, détruisant le lien social
et rendant l'information et la constatation difficiles et imparfaites, mais qui n'a cependant pas été oubliée avant le confinement et entre les deux. Tout cela a profondément troublé le fonctionnement de notre démocratie, avec le report du deuxième tour des élections et l'installation tardive des conseils municipaux et communautaires. Eh bien, là, on a fait un bilan. On arrive à l'année 2021. Comment vous l'abordez cette année? Avec sérénité, ou si vous voulez, un optimisme raisonné. Nous n'avons jamais cessé d'espérer en des lendemains meilleurs. C'est notre job. Rassurés aussi par les capacités de résilience de la population et par la formidable mobilisation de l'intelligence humaine qui a su, en des temps exceptionnellement courts, élaborer un vaccin réussi et sûr qui va nous permettre de juguler et de vaincre cette terrible pandémie qui a mis notre avenir entre parenthèses. Cette promesse de sortie de crise nous autorise à reprendre en 2021 notre marche en avant. Le problème, en aurons-nous les capacités financières? Aurons-nous les ressources pour continuer d'investir et d'assumer en même temps les aides à la population et surtout de maintenir la qualité du service public? L'avenir reste incertain. Les événements que nous connaissons nous rappellent la fragilité de notre démocratie et l'affaiblissement des communes voulu par un État technocratique et centralisateur, comme on a encore témoigné la fermeture de notre perception qui est effective depuis le 1er janvier. Il y a tout ça, et puis il y a tous ces chèques massivement accordés par l'État, ça vous fait pas peur? L'endettement massif de l'État est inquiétant. Et malgré les promesses du plan de relance, est-ce que seront maintenues les indispensables contributions et subventions? Plus que jamais, le budget 2021 commandera une gestion prudente et réaliste, notamment les dépenses de personnel qui impacteront encore lourdement un budget de fonctionnement estimé à 13 500 000 € en recettes, un budget qui devrait quand même permettre des dépenses d'équipement à hauteur de 4 800 000 €. 4 800 000, c'est un sacré investissement. C'est un investissement tout court qui ira de pair avec le maintien, voire l'amélioration des services publics communaux, notamment les prestations sociales du CCAS, dont la crise que nous traversons a montré l'importance, mais aussi les capacités d'accueil pour la petite enfance avec l'ouverture de nouvelles crèches associatives. L'amélioration de la situation matérielle de nos écoles se poursuivra pour assumer sereinement l'ouverture attendue de nouvelles classes dont les écoliers profiteront de l'amélioration des prestations du service jeunesse dont je vous ai parlé. Enfin, nous veillerons au bon fonctionnement de la maison France Service qui vient d'être labellisée en remplacement de la maison de service au public avec des prestations supplémentaires, je l'ai dit, qui prétendent assumer les fonctions régaliennes de l'État du fait de son désengagement local, la fermeture de la perception par exemple. Enfin, l'amélioration de notre quotidien sera toujours conduite dans le respect de notre environnement en poursuivant les opérations engagées en 2020 qui confirmeront notre politique de développement durable, inspirée notamment par la poursuite de la transition énergétique, mais aussi du calendrier des mesures d'accessibilité et de la mobilité. L'habitat et l'emploi connaîtront encore en 2020 des avancées décisives avec le projet de réhabilitation de l'îlot Saint-Antoine et de 4 projets immobiliers situés en intramuros ou en périurbain immédiat qui participeront à l'amélioration de l'embellissement de la ville et à sa réhabilitation. La population sera bien sûr concertée en temps voulu. Mais surtout cette année verra la poursuite et parfois l'accomplissement d'opérations importantes pour l'équipement de la commune qui vont déterminer son avenir et la qualité de vie de ses habitants. Sur la qualité de vie de ses habitants, j'ai souvent entendu parler de l'église de Soliès-Pont et de sa réhabilitation. La réhabilitation de notre église sera poursuivie. Vous savez, nous avons fait tous les enduits intérieurs, réhabilité l'orgue de Calinet,
le clocher. Et nous allons maintenant attaquer la rénovation de la charpente, qui a beaucoup souffert. C'est une mauvaise surprise. Et une fois que cette charpente sera restaurée, nous terminerons par la réhabilitation des façades et des annexes. Une opération globale que nous estimons à 1 million d'euros. Au mois de mars, enfin, débutera, à quelques pas de là, de l'église, le chantier de l'Office intercommunal de tourisme, délocalisé dans l'hôtel de la Fontaine sur la place Générale de Gaulle, qui, sur 3 niveaux, disposera des espaces d'accueil, de bureaux, de salles de réunion et d'exposition. Enfin, le projet de la nouvelle médiathèque avancera avec le dépôt du permis de construire par l'architecte qui aura remporté le concours qui a été ouvert il y a quelques mois. Les travaux devraient débuter en 2022 sur le site des communs du château, sur une emprise de 1000 m² et offrira à notre population, à nos associations et à nos écoliers des prestations modernes et diversifiées d'une structure digne d'une ville de 12 000 habitants. Cette très importante opération, dont le coût est évalué à plus de 3 millions d'euros, devrait être livrée en 2023. Enfin, l'extension du cimetière communal sur une surface de 2400 m² sera très bientôt opérationnelle avec la délivrance d'une quarantaine de concessions pour une capacité totale de 200 emplacements. Tandis que la nouvelle déchetterie de la Farlède, sous maîtrise d'ouvrage, j'en ai parlé, sous maîtrise d'ouvrage de l'intercommunalité, ouvrira ses portes au début du deuxième trimestre. Pendant ce temps-là, continuera de s'installer la fibre optique dans notre commune qui permettra à celle-ci d'accéder en 2022, au plus tard, plutôt 2021 même, à la très haute définition fixe. Enfin, les travaux se poursuivront activement sur le site de l'écoquartier qui va accueillir l'école Notre-Dame sur une parcelle de 1150 m² dans les lois et dont le permis de construire vient d'être déposé. Sa livraison sera effectuée à la rentrée scolaire 2022. Enfin, après des tractations longues et difficiles, l'EHPAD Félix Pey va se délocaliser sur un terrain de 3500 m² sur les lots à proximité de la nouvelle école. Sa capacité d'accueil passant de 62 à 80 lits. Une opération nécessaire que la commune accompagnera financièrement. Ça fait beaucoup de projets. Comment vous allez informer les citoyens pour toutes ces opérations? Toutes ces opérations feront l'objet d'une large information et pour certaines une réelle concertation, que ce soit dans le cadre de nombreuses réunions publiques ou de comités consultatifs, mais aussi pendant les enquêtes publiques, ou dans le cadre de la participation citoyenne des 40 référents de quartier, ou sur le support de la collectivité, bulletin municipal, site, application de la ville, panneaux numériques, autant de mesures qui favorisent l'exercice d'une démocratie locale active que nous continuerons d'appliquer. Justement, on parle de Soliès-Pont, mais qu'en est-il du projet d'adhésion des 5 communes de l'intercommunalité de la vallée du Gapot, qui notamment s'était un peu manifesté en 2017? Il est de la responsabilité des élus d'ouvrir des perspectives d'avenir à la collectivité qu'ils représentent et bien souvent défendent. À l'échelon communal, bien sûr, c'était l'objet de mes vœux. Mais aussi au niveau territorial, du fait de notre appartenance à l'intercommunalité, depuis 1995, date de sa création. Certes, les résultats du partenariat engagé avec nos 4 communes voisines, qui composent pour l'essentiel le canton, dont Soliès-Pont est le chef-lieu, ont été très positifs pour l'équipement de la vallée, notamment ses ensembles sportifs, mais aussi pour l'exercice de compétences essentielles, telles que le ramassage des ordures ménagères. Cependant, la taille réduite de la CCVG, la plus petite et une des moins peuplées du Var, représente un handicap certain pour répondre aux défis et aux enjeux du monde de demain. Le transfert de nombreuses compétences des communes vers les intercommunalités voulues par la loi NOTRe a montré l'insuffisance de nos moyens pour assumer celle-ci. Ainsi, l'intercommunalité vient de refuser d'assumer la compétence transport et mobilité qui restera sous la responsabilité de la région. Cette disproportion entre la réalisation incontournable de grands chantiers nécessaires et nos moyens relativement limités pose le problème de la redéfinition de notre position dans l'organisation territoriale. Ainsi, la création le 1er janvier 2018 de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a conduit les 5 communes de l'intercommunalité
à envisager leur adhésion à cette nouvelle structure à laquelle elles appartiennent de fait par l'homogénéité de leur bassin de population, mais aussi par les problématiques partagées comme les moyens de transport, l'emploi, mais aussi le développement économique, l'habitat et l'environnement. Cette intégration avait d'ailleurs été envisagée par le schéma départemental de coopération intercommunale qui, dès 2011, prévoyait la fusion de l'intercommunalité dans l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, conformément d'ailleurs à la loi de la réforme territoriale de 2010. De plus, le transfert obligatoire des compétences communales vers l'échelon supracommunal imposé toujours par cette loi NOTRe nous conduit à préférer un transfert vers la métropole dont la taille, l'ingénierie et les capacités d'innovation nous semblent plus adaptées, plus protectrices et garantes du maintien de l'identité de nos communes qui vont devoir affronter les inévitables mutations du monde de demain. Nous allons reformuler notre demande par une délibération qui sera votée en février par le Conseil communautaire des 5 communes de la vallée du Gapot et par le Conseil métropolitain de Toulon-Provence-Méditerranée qui actera l'intention de former ensemble une nouvelle collectivité. Ce vote signifiera le point de départ des négociations pour un partenariat fructueux dans le respect de nos intérêts et de notre identité auquel la population et vous-même, bien sûr, serez tous bientôt associés. Eh bien, monsieur le maire, je vous remercie. Avant peut-être de vous demander si vous souhaitez conclure, j'aurais aimé vous poser quelques questions personnelles, on va dire. Allons-y. Et en quelques décennies, j'aurais aimé savoir quel était un de vos meilleurs souvenirs d'enfance. Quand on est tout petit. Oui, il y a plus de souvenirs heureux que malheureux quand même en France. Oui, on est là, on est pour les vœux là, donc Non, moi, les souvenirs heureux, c'était un ensemble de choses. Hein. C'était une enfance heureuse. Hein. Bon, j'étais orphelin de père, mais j'avais une mère qui s'est bien occupée de moi, quoi, et qui m'a inculqué les valeurs que je suis fier de porter actuellement. C'était aussi des souvenirs d'école primaire, quoi, à l'école Notre-Dame d'abord, puis à l'école communale, hein, qu'on appelait l'école communale des filles et des garçons à l'époque. Oui. Bon, bien sûr, j'ai connu des amis d'enfance qui sont restés des amis, hein, encore. Voilà, c'est le souvenir d'une enfance heureuse, mais laborieuse aussi quand même. Ouais. Et l'adolescence? L'adolescence, elle n'a pas été folle. Hein. Elle était studieuse. Hein. C'est rare un ado studieux. Ah ouais, il y a quelques-uns, quoi. Ouais. Alors, ça m'empêchait pas de m'amuser. Hein. Ouais. Mais le travail passait avant, quand même. Nous, le travail, les études, non? Nous, à l'époque, le travail passait avant pour s'élever, quoi. Ouais. On était une génération d'après-guerre. Hein. Ouais. Travail, et famille, patrie. Le travail, non, pas famille, patrie, non. On travaille non. Ça évoque des souvenirs qui ne sont pas agréables à évoquer. Voilà. Non, nous étions une société qui émergeait de la guerre, une société de reconstruction, et tout le monde travaillait à reconstruire son pays. Et pour les gens de la ruralité, comme moi je suis un fils d'agriculteur, ben, l'école communale, l'école républicaine était un moyen de s'élever. Hein. Voilà. Et c'est pas en regardant les libellules, c'est en travaillant. Hein. En travaillant, ça vous a amené à des études de médecine? Oui, alors ça c'est la deuxième partie. Là c'est post-adolescence. Oui. À Lyon, à l'école de santé, où j'ai fait mes études de médecine. J'ai passé ma thèse en 1968. Et ensuite, je suis allé j'ai occupé des postes de médecin d'unité pendant 3 ans en Allemagne. Et j'ai passé mon concours après d'assistanat pour devenir chirurgien. J'ai eu ma formation chirurgicale à l'hôpital Sainte-Anne et au Val-de-Grâce. Voilà, ça c'est la troisième décade, quoi. Et la famille dans tout ça? Elle a suivi. Hein. Ouais. Bon an, mal an. Comme toutes les familles du militaire, quoi. Et après, on a beaucoup bougé, quoi. La quatrième décan, ça a été... j'ai connu l'Allemagne, après j'ai connu les Antilles.
l'Afrique hein, en tant que coopérant, hors cadre. Le Gabon, le Tchad, la Mauritanie. Puis ensuite, nouvellement en France. Ensuite, la Polynésie. Et puis des opérations extérieures, avec, soit dans le cadre de l'ONU, au Tchad. Au Tchad, c'était éparpillé, c'est autre chose, c'est pensé. Mais au Cambodge, dans les Balkans, à Sarajevo, au l'OTAN, Mostar. Voilà, bon, une vie qui a été assez mouvementée. Et puis un jour, on s'arrête à Solliès-Pont. Oui, je suis revenu mourir où je suis né. Ouais. Donc je suis revenu en 2002. Et la dernière ligne de droite, je l'ai réservée à la commune, à la vie publique de la commune, que j'ai découvert donc en étant élu en 2008. Là, c'est le 6e décan. Dans toute cette vie trépidante, vous avez des moments à vous, des moments, on ne va pas dire secrets, mais des moments, vous arrivez à avoir des moments à vous? Ben moi, je suis seul tout le temps, vous savez. Ça semble paradoxal, mais non, je vois beaucoup de gens, hein, bien sûr. Hein, mais enfin, bon, par vocation, je suis un peu un solitaire, moi. J'ai cherché une profession, la chirurgie, c'est un métier de solitude. Hein. Oui, mais avec des collaborateurs quand même. Oui, bon, beaucoup de collaborateurs. C'est quand même un métier de solitude. Mais j'ai utilisé les vertus demandées par ce métier de chirurgie pour faire de la politique, ce qui a un peu surpris certains, quoi. C'est-à-dire que il y a un certain côté rugueux, quoi. Parce que les chirurgiens, ils travaillent pour le résultat, quoi. Ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Ils sont jugés sur leurs résultats. Et puis avant l'action, nous sommes des hommes d'action, mais comme la main, vous voyez la main, ben, on est des manuels. Mais la main, c'est le prolongement du cerveau, quoi. Oui. Alors, bon, ben, avant de faire quoi que ce soit, on réfléchit, on dit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et puis, on a un plan B, un plan C. Dans vos plans... Et puis, quand il y a l'action, on fait la concertation Rome. Quand il y a l'action, on ne discute plus, quoi, voilà. Un conseil ou une phrase pour les jeunes? Comment voulez-vous donner des conseils? Les conseils, ce ne sont que des conseils. Hein. Ils ne sont jamais suivis par les jeunes. L'expérience n'est pas transmissible, heureusement. Sinon, on ferait que du picata. Mais un conseil, non. Je dis, moi, les gens, bon, je crois qu'il faut faire du bien autour de soi, quoi. Voilà, c'est tout. C'est la seule règle. Essayer de faire du bien autour de soi. Et pas subir, jamais subir. Voilà. Un acteur ou un comédien qui sort du lot? Des anciens. Hein. Eh oui. Des nouveaux, bon. Oui, là, mais bon. Oui, bon, non, je sais pas. Non. Votre chanson préférée sous la douche? Je chante pas sous la douche. non, je pas tellement de chansons, plutôt la musique. Ouais, musique en général? Oui, en général. Et classique Classique, mais j'aime bien la variété. Variété? Oui, oui. Ouais. Rock aussi, tout. Est-ce que vous croyez encore au Père Noël? Ça, avec beaucoup de réserve. Beaucoup de réserve, parce que non. Le Père Noël, les gens qui y croient, c'est souvent des gens qui n'impulsent pas sur les événements. Nous, on a la prétention, on dit la chirurgie, acte de décision sur le destin. C'est prétentieux, peut-être un peu. Oui. Mais enfin, on se fait plaisir, quoi. Mais oui, voilà. Moi, je crois que l'intérêt de la vie, c'est de peser sur les choses, quoi. De ne pas les subir, quoi. Voilà. Vous croyez aux extraterrestres? Non. Je vous remercie pour ces quelques questions. Je sais que vous en êtes avare. Mais au moins ça m'a fait sourire et ça me fait démarrer une belle année en votre compagnie. En tous les cas, merci d'avoir été là pour les vœux des Solliès-Pontois. Je vais vous laisser conclure et m'effacer donc. Et je vous laisse la place à une conclusion. Merci beaucoup. Merci, M. Bactaléon. Les vœux que je viens de formuler ont rappelé les épreuves que nous a infligées la terrible pandémie qui a ébranlé le pays et son économie, mais qui a aussi anesthésié notre vie sociale et personnelle.
Mais ces vœux se veulent aussi optimistes, avec l'espoir d'une sortie de crise cette année, grâce au nouveau vaccin, qui reste, je le répète, la seule alternative pour le retour à une vie normale, qui ne peut être obtenue que par une vaccination massive, à défaut d'être obligatoire. Certes, nous allons encore devoir assumer les effets dévastateurs de la crise économique et sociale annoncée. Mais nous sommes confiants, car la population a montré ses capacités de résilience. Et nous serons de nouveau à côté d'elle pour l'aider et dépasser ses difficultés. Nous gardons l'espoir et la foi en notre avenir, comme en témoigne notre politique d'investissement qui n'a pas faibli en 2020 et que confirmeront les projets qui seront réalisés et engagés en 2021. Cette crise, cher ami Solès-Pontois, a confirmé, s'il le fallait, la vitalité et l'importance capitale de la commune, la petite patrie, à laquelle vous êtes tous très attachés, et au sein de laquelle s'élabore le lien social et la solidarité, et où se conçoivent et se réalisent les projets qui décident de votre vie quotidienne. Ce sont enfin les maires qui forment le dernier rempart contre la technocratie grandissante, favorisée par le recul du politique et servie par un pouvoir centralisateur déconnecté des réalités du terrain. Comme en témoigne d'ailleurs le traitement de la crise sanitaire actuelle, où l'inexcusable pénurie de masques au mois de mars a obligé la commune et l'intercommunalité à se substituer totalement à un État défaillant. Un État qui vient de récidiver en se montrant incapable de pratiquer une vaccination de grande ampleur qu'exige la situation sanitaire, qui n'a pas su mettre en place l'organisation et la logistique appropriées qui, chez nos voisins, sont opérationnelles depuis 15 jours. C'est un scandale. Oui, mes chers amis, c'est bien la commune qui, quel que soit le devenir de son statut, demeure l'expression irremplaçable, mais aussi la plus moderne et la plus aboutie de notre démocratie. Créées il y a 200 ans, par notre grande révolution, elles ont toujours et aujourd'hui plus que jamais répondu aux besoins des citoyens avec les valeurs humanistes de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est pour cela qu'avec vous, et pour vous, chers amis Solès-Pontois, que nous continuerons de mener les luttes nécessaires à la défense de nos institutions et de nos intérêts, afin que Solès-Pont continue de se développer harmonieusement pour le bien-être de ses habitants. Sur ces paroles empreintes d'espoir, mais aussi de détermination, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux de santé, de réussite et de bonheur pour la nouvelle année. Vive 2021, vive Solès-Pont!